Lynn Marchande, 60 ans, est vigneronne. Elle possède 30 hectares de chablis en Bourgogne. Il y a quelques mois, elle aurait été victime d'une arnaque en voulant vendre sa résidence secondaire située à 450 km d'ici. Je ne connaissais pas, c'était la première fois que je mettais les pieds dans ce monde-là. C'est très déstabilisant parce qu'on a affaire à des gens qui, vraiment, c'est sans foi ni loi. Au printemps 2015, elle poste des petites annonces sur 3 sites internet. Alors, Le Bon Coin, PAP et Demeure de Charme. Voilà les photos de Savignac, en Dordogne, dans le Périgord vert. Une maison de 5 chambres au milieu d'un verger qu'elle espère vendre 800 000 €. Ici, c'est la piscine côté ouest. Mais après plusieurs semaines, aucun acheteur ne s'est manifesté, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone lui redonne espoir. Celui du représentant d'un site internet, Justimo. Ils ont un client intéressé qui a flashé complètement sur ma propriété, qui les séduit et qu'il veut tout de suite avoir un rendez-vous immédiatement, etc. Alors c'est vrai que ça paraît crédible, comme ça. Bon, pourquoi pas. Et puis, là où ça commence à devenir un tout petit peu moins plaisant, c'est qu'on vous demande quand même entre 300 et 400 €. Parce que pour le dossier, pour toutes sortes de raisons. Elle paie 390 € pour être mise en relation avec le client. Mais elle n'aura jamais de nouvelles de ce mystérieux acheteur, ni de Justimo. Et si vous voulez avoir de nouveau des informations, la personne que vous avez eue au téléphone, vous ne pouvez plus jamais la voir. Elle est injoignable, bien entendu. C'est elle qui s'occupe de votre dossier, mais personne d'autre, bien entendu. Et voilà, donc on a affaire vraiment à de la pure arnaque. Lynn pense s'être fait avoir, mais ne signale pas les faits à la police. Par rapport au prix de vente de la propriété, 400 €, ça ne représente pas grand-chose. Donc bien entendu que je le sais parfaitement, enfin je suis professionnelle, je sais ce que c'est, les affaires, et porter plainte pour 400 €, ça mène à rien. Ça mène à rien, je le sais. C'est même pas la peine d'essayer. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle ne serait pas la seule à avoir vécu la même mésaventure. Elle aurait été victime d'une escroquerie à grande échelle. Dans la cité phocéenne, Parisa et Terry, eux, ont porté plainte pour des faits étrangement similaires. Ils attendent un enfant et cherchent un logement plus grand pour l'accueillir. Ils ont mis en vente leur appartement l'été dernier pour acheter une maison. La trentenaire, infirmière, et son compagnon, militaire, proposent leurs 3 pièces pour 200 000 € sur Internet. Comme Lynn, Parisa reçoit un coup de téléphone prometteur. Un agent immobilier du site Storimo aurait trouvé un acheteur qui s'intéresse à l'appartement et dispose du budget requis. C'était un pseudo Monsieur Martin qui allait se faire muter dans les 3 mois sur Marseille. Donc moi, tout me paraissait normal dans ce qu'elle me racontait. Au téléphone, la téléconseillère lui demande son numéro de carte bancaire et prétend qu'elle sera prélevée de 395 € uniquement si Monsieur Martin achète l'appartement. Donc j'ai insisté, j'ai demandé, j'ai dit est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne sera pas prélevée? Ben voilà, étant enceinte, moi j'ai mis de l'argent de côté pour l'arrivée du bébé et voilà, je ne mets pas quasi 400 € sans qu'il y ait quelque chose derrière. Elle m'a dit non, ne vous inquiétez pas, les 395 ne seront prélevés qu'à l'acte de vente. Sur le coup, quand elle m'a raconté, j'ai dit putain c'est bien et tout, ça pourrait marcher, comme on ne débourse pas si c'est pas vendu. Mais quand ensuite elle m'a dit que ça a été prélevé, c'est là que j'ai commencé à avoir un soupçon. Contrairement à ce qui lui aurait été promis, l'argent est débité immédiatement. Et Monsieur Martin n'a jamais donné signe de vie. Pourtant, Parisa avait reçu un contrat par email. C'est en le relisant qu'elle découvre le service auquel elle a réellement souscrit. Une publication sur le site Storimo. La mise en relation avec un client potentiel ne se ferait que le cas échéant. Autrement dit, elle n'est pas du tout garantie. Elle a donc payé 395 € pour une simple petite annonce, à la place du contact de l'acheteur providentiel qu'on lui aurait fait miroiter. On ne gagne pas non plus 500 000 € par mois.
400 €, c'est un salaire que le mien qui est que 2005, c'est déjà beaucoup. Ça fait pratiquement un quart de mon salaire, quoi. Parisa et Terry découvrent sur Internet que d'autres propriétaires comme eux se sont constitués en collectif. C'est Jean-Michel, un informaticien de 43 ans, qui en est à l'origine. Lui aussi estime s'être fait escroquer de 395 €. L'an dernier, il décide de mener sa propre enquête. Par crainte de représailles, il souhaite rester anonyme. Comment récupérer ces 395 €? J'ai été sur Internet et j'ai tapé escroquerie pour voir un petit peu comment faire. Et là, je suis tombé sur le site SOS Arnaque. Il y avait quelque chose comme 60 pages ou 50 pages de victimes. Je me suis dit, ouais, c'est quand même pas rien. Et de là, rapidement m'est venue l'idée de monter un collectif. Parce que je dis, à plusieurs, on va pouvoir s'aider. Très vite, il reçoit 70 témoignages. Tous auraient vécu la même histoire. Mais les sites internet incriminés sont différents. Jean-Michel en recense une quinzaine. Voilà. Il y a Justimo, le site qui a contacté Lynn. Storymo qui a démarché Parisa et Terry. Et aussi Ma Vision Imo ou encore Modèle Imo. Il remarque de troubles en point commun. Ça se présente de la même manière, à savoir, vous avez le logo, vous avez un numéro de téléphone, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est ça. On le retrouve sur plusieurs sites. Et c'est surtout ça, là. Maison à vendre, et on retrouve tous les départements où il y a des maisons à vendre. Et si vous allez sur Justimo ou sur d'autres, vous retrouvez les mêmes logos et vous retrouvez le même système. Ce qu'ils font, c'est juste changer la présentation et la forme. C'est tout. Et après, la structure, c'est exactement la même chose. Il en est persuadé. Ces sites sont les différentes vitrines utilisées pour une même arnaque. En se plongeant dans les contrats que lui ont envoyés les plaignants, il constate qu'ils appartiennent tous à une seule entreprise. Nous, on a réussi à récupérer toutes les conditions générales de vente de tous les sites. Et partout, on a Network Services. Tous les sites donc, qui sont censés être des sociétés différentes ont une adresse qui figure sur les conditions générales de vente et c'est de 679 avenue de la République à Lille. Cette société est bien inscrite au registre du commerce. Mais à l'adresse indiquée à Lille, pas d'agence immobilière. Juste un immeuble de bureau. Network Services utilisait une société de domiciliation, une simple boîte aux lettres. C'est légal, mais Jean-Michel y voit lui une volonté de dissimuler l'activité de l'entreprise. Au total, 500 plaintes de propriétaires qui s'estiment lésés partout en France ont été déposées. En juin dernier, une information judiciaire est ouverte pour escroquerie en bande organisée. L'enquête a été confiée à l'adjudant-chef Rouillère à Metz, spécialiste de la délinquance économique et financière. Il s'intéresse aux comptes bancaires de Network Services et détecte des flux financiers suspects. Les comptes bancaires effectivement de cette société montraient que des virements conséquents partaient vers le Luxembourg. Et notamment, on a pu identifier effectivement les comptes bancaires, donc une société luxembourgeoise. Oui. On parle de quelle somme? Ça partait entre 2 000 jusqu'à 10 000 €. C'était variable, ça dépendait aussi de la fréquence à laquelle ils faisaient les virements. Au total, sur 3 ans, c'est 1,5 million d'euros qui auraient été envoyés à une société, FLA Consulting. Elle était déclarée au Luxembourg, donc avec une activité, un comptable extérieur donc qui gérait leur comptabilité. On a tout un aspect d'apparence légale, mais au final, on s'aperçoit que le service qui est proposé, finalement, n'est pas rendu. Donc c'est là où commence l'escroquerie, en fait. FLA Consulting est situé à Ovalde, au Luxembourg. Ces locaux ont été perquisitionnés en décembre dernier et fermés depuis. C'était une plateforme téléphonique avec une trentaine de téléopératrices. C'est de là qu'elle contactait les propriétaires de biens immobiliers en France. L'une d'entre elles nous a confirmé hors caméra qu'elles étaient bien conscientes de tromper leurs interlocuteurs.
la France a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre des dirigeants de FLA Consulting. 2 frères, Ethem et Larbi. Ils sont arrêtés par la police luxembourgeoise et remis aux autorités françaises, qui les placent en détention provisoire le 7 décembre dernier. Ils ont tous deux grandi en Moselle, dans le bassin minier de la vallée des Anges. Ethem, 32 ans, a été manager dans une grande enseigne de restauration rapide. Son frère Larbi, 38 ans, aurait d'abord monté une entreprise de plâtrerie avant de se lancer sur le marché des sites immobiliers. Selon le procureur du tribunal de Metz, ils n'ont pas vraiment le profil de délinquants en col blanc. Ils sont connus au fichier des antécédents judiciaires pour des délits mineurs. Un recel de vol, abus de confiance, conduite sans permis, des choses comme ça, quoi, des trucs. On a quand même, dans le cadre des perquisitions et saisies au titre de voie criminelle, déjà 2 véhicules style Porsche Cayenne, BM X3. Et un des deux reconnaissait avoir une rémunération de 9 000 € par mois. C'est assez lucratif quand même. Face aux juges d'instruction, les 2 frères nient toute pratique délictueuse. Mais pour le procureur, les faits semblent avérés. C'est le mode opératoire qui caractérise l'infraction. Des sociétés éphémères, des gérants de paille, prête-nom, des sièges sociaux qui sont des sièges fictifs, des boîtes aux lettres. Donc on voit nettement que ça a été monté pour, à partir d'une multiplicité de petites actions, obtenir un grand flux financier. Donc tout cet ensemble caractérise bien une volonté d'escroquer un grand nombre de personnes. Selon maître Thomas Ellenbrandt, l'avocat de Larbi, son client n'a rien à faire en détention. Il ne s'agit pas d'escroquerie, tout au plus de petits différends commerciaux. Manifestement, le nombre de plaintes démontre une insatisfaction de la clientèle. D'accord. Regardez aujourd'hui un site de voyance. Vous pouvez aller sur un site de voyance et ne pas être content de ce qu'on vous y propose, d'accord ? Regardez aujourd'hui un site de publicité. Vous pouvez déposer une publicité et être mécontent du nombre de personnes qui ont pu la consulter. Alors il y a peut-être des gens qui sont mécontents. Est-ce que pour autant ça constitue une infraction pénale ? À mon sens, rien ne le prouve pour l'instant. L'instruction est toujours en cours. Si les charges d'escroquerie en bande organisée sont retenues, son client risque 10 ans d'emprisonnement et 1 million € d'amende. En attendant, la maison de Lynn est toujours à vendre. La vigneronne l'a désormais confiée à une agence immobilière qui a pignon sur rue dans son village. Elle n'a rien payé pour ce service. Comme le veut la loi, l'agent immobilier ne percevra une commission qu'en cas de vente. Merci. C'est chaud. De leur côté, Parisa et Terry sont toujours dans leurs 3 pièces. Cet épisode les a traumatisés. Pour nous, l'arrivée du bébé, c'était redémarrer une nouvelle vie. Donc là, tout est tombé à l'eau. On redémarre rien du tout parce qu'on est toujours dans l'appartement qu'on voulait vendre. Voilà. Et qu'on n'a pas réussi grâce à ces escrocs. Et que vous voulez plus vendre parce que vous avez peur. C'est ça, c'est ça. Malgré tout, ils ont réussi, comme une poignée d'autres plaignants, à se faire rembourser les 395 € grâce à l'assurance de leur carte bancaire. À Toulon, dans la cité des œillets, Yamina Alali est encore sous le choc. Dans ce garage, il y a sa vie d'avant. Il y a mon salon marocain, il y a mon frigo, il y a ma machine à laver, et les couettes, les tapis. Il y a encore 3 mois, elle louait un appartement à Nice avec son mari et ses 4 enfants. L'une de ses meilleures amies lui aurait promis qu'en échange de 1 800 € en liquide, elle lui trouverait un HLM moins cher à Toulon, sans passer par les listes d'attente. Voilà la galère où elle m'a mis ma copine. Elle a rendu son appartement à Nice, mais n'a jamais eu son HLM à Toulon. Ça, les affaires à mes enfants, voilà. Yamina récupère tous les jours des vêtements et des jouets pour elle et ses enfants. Handicapée, elle ne travaille pas et touche une allocation de 800 € par mois. Pas assez pour retrouver un logement dans le privé. Bonjour les enfants. Allez bosser. Elle a été recueillie dans l'appartement de sa mère, où vivent aussi ses 2 frères. Allez, bisous maman.
Je te récupérerai ça, Jodia. Et la tablette à Mohamed. Ouais. Voilà, au garage. La maman. Il marche. Oui. Ils sont 8 dans ce 3 pièces de 45 mètres carrés. Ça, c'est la Jodia. C'est la grande, là. La grande, qui a 7 ans, il dort là. Je prends le médecin. Là, c'est à ma mère qui me l'a laissé. Il y a moi, le bébé et Tasnim. On dort 3 là. Et Mohamed, je le mets là, sur le canapé avec ma mère. Je le mets son drap, il dort dans le canapé au salon. D'accord. Et votre mari, alors? Voilà. Et mon mari, il est dehors, il ne vit plus avec moi. Mais il est fâché, il n'arrive pas à supporter cette nouvelle. La promesse que lui aurait faite son ami a bouleversé sa vie et celle de ses enfants. Pourquoi elle a fait ça? Je ne comprends pas ce qu'elle a maintenant. Quelquefois, je suis allongée, je pense, je dis c'est un cauchemar. Je dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il m'a promis? À la fin, il m'a laissé comme ça. Quelquefois, je dis c'est vrai ou faux tout ça? J'arrivais pas à croire de ma tête, j'arrive pas. Les enfants n'ont pas bien compris ce qui s'était passé, sauf la plus grande, de 7 ans, qui aimait beaucoup l'amie de sa mère. Elle m'a dit, ta chambre, elle doit être trop belle et tu pourras faire la peinture et tu auras des jouets et beaucoup de choses. On va te gâter. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu auras ta chambre plus tard, ne pleure pas. La femme que Yamina accuse de son malheur est aujourd'hui introuvable. Ne pleure pas, maman. Ça, tu auras ta chambre, on aura la maison, il y a le bon Dieu avec nous. Elle s'appelle Myriam. C'est une Française de 37 ans d'origine algérienne, mère de 5 enfants. Elle aurait escroqué entre janvier et août dernier des dizaines de personnes, membres de sa famille, amis ou relations, souvent au sein de la communauté d'origine maghrébine, pour des sommes allant de 600 à 3000 euros. La plupart attendaient en vain un HLM depuis des années. Selon les victimes présumées, son mode opératoire était bien rodé. Elle aurait repéré les constructions de logements sociaux et aurait fait croire qu'elle avait suffisamment de relations pour influencer leur attribution. À ceux qui en doutaient, elle montrait parfois une photo surprenante qui lui donnait de l'importance. Un cliché pris tout bêtement lors d'un meeting des Républicains l'été dernier et dont Nicolas Sarkozy n'a probablement aucun souvenir. Selon cette autre femme, Myriam avait le don d'affaiblir la méfiance de ses interlocuteurs. Nous l'appellerons Amel, et comme la plupart des témoins que nous avons rencontrés, elle préfère rester anonyme. Elle a connu Myriam il y a 1 an et lui aurait versé 1135 € en liquide, convaincue par un discours bien ficelé. Elle m'a dit, je ne te cache pas, mais c'est un dessous de table que je donne à une personne que je soudoie, qui s'occupe des attributions d'HLM. Elle n'a pas du tout éveillé vos soupçons à aucun moment, quoi. Ah non, du tout, mais comment on peut avoir des soupçons sur une femme qui se disait malade, atteinte de leucémie? Je sais pas. C'est ce qu'elle vous disait, quoi, qu'elle était malade de leucémie, ouais. Mais c'était peut-être vrai. Qui était en voie de guérison, non, c'est pas vrai. Non, maintenant, non, je pense pas, j'en doute. Était-ce une façon de l'attendrir? Amel n'est pas la seule à qui Myriam aurait parlé de cette leucémie. Heureusement pour elle, contrairement à Yamina, elle n'a pas quitté son appartement. Personne ne sait où est Myriam aujourd'hui. La dernière à l'avoir croisée est une autre de ses victimes supposées. Le 12 août dernier, Aïcha l'aurait rencontrée dans ce café du centre-ville. Elle lui aurait remis des documents pour elle aussi obtenir un HLM, après lui avoir déjà versé 775 €. Bon, je la sentais quand même très fatiguée, contrariée aussi. Elle me disait qu'elle avait énormément de problèmes, qu'elle travaillait trop, qu'elle avait besoin de repos, qu'elle était surmenée, qu'elle s'occupait plus de ses enfants. Myriam lui aurait alors confié qu'elle s'apprêtait à partir en vacances dans un camping. Elle me dit au revoir, elle me dit qu'elle reviendra vers moi dans 10 jours et son mari qui arrive en voiture. Où ça, ici, là? Voilà, ici à ce niveau-là. Là. D'accord. La voiture pleine d'affaires, de valises. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit mais tu vas prendre toutes ces affaires pour aller en camping? Elle me dit bah oui, tu sais, 5 enfants, ça fait beaucoup d'affaires, donc du coup on en a un peu rigolé, quoi. Et puis voilà, elle embarque dans la voiture et elle s'en va. Depuis ce 12 août à 16h30, Myriam n'a plus donné signe de vie. Une femme s'est jurée de la retrouver. Nous l'appellerons Sarah.
Myriam lui aurait promis un 2 pièces dans cet immeuble presque achevé. Sarah vit chez sa grand-mère. Au chômage, elle s'est endettée pour, dit-elle, verser à Myriam 775 €, 2 semaines avant qu'elle ne disparaisse. Ça me fait de la peine, en fait. Parce que je me dis que j'aurais pu habiter là et finalement, j'y habiterai jamais, en fait. Elle est partie sans même une explication. Je sais pas comment elle fait pour vivre et se regarder dans le miroir en se disant, voilà, j'ai volé des pauvres gens. Ça m'écoeure, en fait. Depuis 2 mois, elle parcourt la ville à sa recherche. On me disait qu'elle se cachait dans des hôtels. Et donc j'ai fait tous les hôtels où les parkings sont ouverts, où on peut voir les véhicules garés à l'extérieur. J'ai éventuellement cherché son Opel Zafira, grise, et sans aucun résultat. Mais pourquoi vous voulez absolument la retrouver? Pour qu'elle me rembourse mon argent, qu'elle rembourse toutes les victimes, qu'elle nous explique pourquoi elle a fait ça. Moi, je veux des réponses. Grâce aux bouches à oreille parmi les victimes, elle a pu identifier le lotissement que Myriam occupait avant de disparaître. Un immeuble HLM entouré de collines, avec vue imprenable sur les hauteurs de Toulon. Depuis 2 ans, elle habitait avec sa famille au 2e étage de ce bâtiment. On va pas rentrer. Cette affaire a transformé Sarah en détective. La boîte aux lettres, là. Depuis des semaines, le gardien voit défiler ceux qui veulent récupérer leur argent. Il y a du courrier. Sarah est au moins la 5e personne à venir se renseigner. Vous savez à peu près quand est-ce qu'elle est partie d'ici? A priori, elle serait partie fin août pour Dubaï. D'accord. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Ça, c'est ce qu'elle avait dit, qu'elle partait à Dubaï. Elle avait des envies de partir en Angleterre. Et vous l'avez dit? Elle m'avait dit oui, est-ce que si je pars 3-4 mois en Angleterre, est-ce que je suis obligé de rendre le logement? C'est compliqué de la retrouver. Mais je la lâcherai pas. Ça me prendra 10 ans s'il faut. S'il faut me déplacer, je me déplacerai, mais je la lâcherai pas. Avant d'habiter ce lieu bucolique, Myriam a vécu avec ses 5 frères et sœurs dans les quartiers les plus défavorisés du Var. La cité Beaucaire à Toulon, puis celle de Berthe à la Seine-sur-Mer, juste à côté. À 20 ans, elle occupe un emploi jeune à la mairie de la Seine-sur-Mer. Pendant 5 ans, elle s'occupe des adolescents en difficulté. C'est une bonne vivante qui aime rigoler et sortir avec ses amies, dont certaines figurent aujourd'hui parmi ses victimes supposées. Sa vie change quand elle rencontre son conjoint et fait 5 enfants. Selon ses amis, elle se dit alors agent immobilier ou agent d'assurance et ne cache pas son ambition de gagner beaucoup d'argent. En 2014, 2 ans avant l'affaire des HLM, elle commet une escroquerie diablement culottée. Elle rédige des dizaines de chèques sans provision depuis le compte caisse d'épargne de son conjoint pour un montant faramineux de 200 000 €. Elle les dépose ensuite au Crédit Agricole sur le compte de son père, sur lequel elle a procuration. Puis au guichet, elle fait des dizaines de retraits sur ce compte. Chose incroyable, la banque met 3 semaines avant de s'apercevoir que les chèques sont sans provision. Myriam a eu le temps de dérober 75 900 €. Pour son avocat dans cette affaire, Didier Hollet, elle est dans une forme d'inconscience des conséquences de ses actes. C'est la fuite en avant, c'est le fait de ne pas avoir peur du précipice, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est ça qui interpelle tout de même dans cette histoire. On n'a peut-être pas assez entrepris de recherche psychologique et psychiatrique. Pour éviter la prison, elle plaide coupable. Condamnée par le tribunal correctionnel à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, elle doit aussi rembourser la banque. Mais le Crédit Agricole n'a pas voulu nous dire si elle l'avait réellement fait. Aujourd'hui, 2 mois après sa disparition, les victimes présumées des dossiers HLM s'organisent pour obtenir réparation. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous connaissez Amandine, c'est mon assistant. Je vais assister à ce rendez-vous. 19 personnes ont porté plainte et fait appel à maître Frédéric Casanova. L'avocat considère qu'elles n'ont rien à se reprocher d'un point de vue moral, même si certaines d'entre elles ont voulu contourner le système officiel d'attribution des HLM.
Ça sera à refaire, vous referiez pareil, puisque c'est normal, vous y avez cru. Hein. On aspire tous à la même chose, à savoir avoir un logement qui soit correct, cohérent, et voilà. Pour l'avocat, les promesses de Meriem ont sans doute fait d'autres victimes qui n'ont pas encore osé se manifester. Elle joue là-dessus, elle se dit qu'ils ne vont pas déposer plainte parce qu'ils se disent que personne ne va les croire ou que même ça risque de se retourner contre eux. Sauf que je vous rassure, hein, vous êtes coupable de rien. En cas de procès, les plaignants seront peut-être remboursés, mais leurs blessures mettront du temps à s'estomper. C'est important, j'imagine. Ouais. Puis je fais des cauchemars, c'est terrible. Vous faites des cauchemars? Ah ouais, c'est terrible. C'est-à-dire? De quel genre de cauchemar? Je la vois chez moi, je la vois partout, quoi. C'est dingue. La justice enquête depuis 3 semaines et n'exclut pas des complicités dans cette affaire. Allez, vous pressez. Car il y a quelques éléments troublants. Au revoir, maître. Merci. Allez, merci. En février dernier, par exemple, Meriem aurait fait visiter des appartements vides dans cet immeuble HLM tout juste construit. Qui lui aurait donné les clés? L'enquête devra le déterminer. Certains plaignants mettent aussi en cause ces 2 sœurs qui auraient fermé les yeux sur ces agissements. Nous avons pu joindre l'une d'entre elles au téléphone. Elle nie toute complicité. Elle a fait une grosse erreur. Elle a fait une grosse erreur. Non, non, non. Je défends pas ma sœur. Ce qu'elle a fait, c'est injuste. Ça ne se fait pas. Mais après, il faut chercher le pourquoi du comment. Nous, on sait rien. Elle est partie sans rien nous dire. Nous, on en souffre de ça aussi. C'est-à-dire? De se faire menacer par des gens. De mort, ça non. Je vous parle des victimes, des familles des victimes. Les familles des victimes qui nous menacent sans cesse. Bien sûr. Elles sont en colère sur ma sœur, pas sur moi. D'accord? Vous savez pas du tout où elle est, du coup? Non, pas du tout. Où vit-elle depuis 1 mois et demi avec son conjoint et ses 5 enfants? Toulon bruisse de rumeurs. On l'aurait aperçue à Marseille, en Allemagne ou en Algérie. Si elle est mise en examen puis condamnée pour escroquerie, Meriem risque cette fois de la prison ferme. Jusqu'à 5 ans. Aboubakri est sénégalais. À 42 ans, il est intérimaire et étudiant en philosophie. Au printemps dernier, il pense trouver un appartement dans cet immeuble HLM. Là, vous êtes chez moi en F2. Un 2 pièces refait à neuf. Pourtant, Aboubakri n'y a apporté aucun meuble. Il a obtenu les clés du gardien, mais il n'a jamais reçu de bail et ne paye donc pas de loyer. Ici, c'est la chambre à coucher. En fait, ce logement est illégal. Au départ, ça semblait être une bonne affaire. Il cherchait depuis 3 ans, mais son salaire était trop faible pour un logement privé, jusqu'à ce qu'on lui donne ce tuyau, une HLM facile d'accès proposée par un gardien d'immeuble. Il y a un étudiant aussi sénégalais. C'est lui qui m'a informé de cela. Il m'a dit, bon, écoute, il y a cette opportunité qu'il y a à travers un gardien d'immeuble de pouvoir rapidement accéder au logement. Un soir, sans prendre rendez-vous, Aboubakri se décide à aller voir le fameux gardien dans sa loge en bas de cet immeuble. Lui aussi est sénégalais. Moussa Ndao le reçoit tout de suite et ne semble pas du tout étonné par ce qu'Aboubakri va lui demander. Ben, je lui ai dit, bon voilà, il y a longtemps effectivement que je cherche un appartement et que je ne parviens pas à en trouver. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça ne tient qu'à toi. Il me dit, vous voyez là, il y a de grands appartements. Donc là, je pourrais vous donner un F4 là, si vous voulez. En échange de quoi? D'argent, bien sûr. Il avait des fourchettes de prix hein, en fonction des standings visés. Pour un F4, il avait même demandé 7 500. J'ai dit que je ne pouvais pas. Pour un F3, c'était 4 500. Est-ce que vous lui avez donné de l'argent? Ah, bien sûr. Combien? Je lui ai donné 6 500 €. Pour cet appartement? Pas cet appartement, c'était pour un F4. Contre 6 500 € en liquide, Moussa Ndao aurait promis un grand appartement avec un bail légal. En attendant, dit-il, qu'un F4 se libère, il donne les clés du F2. Mais première surprise pour Aboubakri, le F2 n'est pas relié à l'électricité. Sur le palier, il n'y a que 3 compteurs pour 4 logements. Voilà où se termine l'installation de son appartement.
Les travaux de raccordement n'ont tout simplement jamais été effectués. C'est pour cela que le F2 ne pouvait être loué et restait inoccupé. Deuxième surprise, il n'obtiendra ni le F4 promis, ni même un bail pour ce F2. Et le concierge ne donne plus signe de vie. Aboubakri est un squatteur malgré lui. Il peut être expulsé à tout moment. Cette escroquerie présumée au logement social n'est pas un cas unique en France. Soupçons de corruption à Sarcelles, en région parisienne. Fraude présumée à Montpellier, mais aussi à Chenôve, près de Dijon. Chaque fois, des histoires de pots de vin contre un appartement HLM. À Courbevoie, derrière les tours du quartier d'affaires de la Défense, il faut attendre jusqu'à 5 ans avant d'obtenir un logement HLM. Plus de 2000 dossiers sont en attente. Moussa Ndao était gardien depuis 14 ans dans cet ensemble HLM de la rue de Normandie. 137 logements, dont une vingtaine toujours vides. Il disposait des clés de tous les appartements inoccupés. À Courbevoie, selon les locataires floués, le gardien était devenu le bon plan pour obtenir rapidement une HLM. Au 7e étage de cet immeuble, avec pour seule lumière les projecteurs du stade voisin, la famille Adala aurait elle aussi cru aux promesses du concierge. Pour ce F2 qu'il occupe depuis juin 2013 avec son épouse et ses 2 nourrissons, Djoulaïdi aurait versé 4 500 € à Moussa, 3 fois son salaire de menuisier. Et il n'a toujours pas de bail. Qu'est-ce qu'il vous disait, Moussa? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, mon frère. Vous voulez quoi? Un F4, un F5, un F6 mais il a le choix. Comme au magasin. On dirait c'est lui, service HLM. Ouais. Pourquoi avoir donné cet argent? Parce que j'avais pas d'autre choix, comme je vous racontais. Quand tu pars dans une agence immobilière, tu poses ton dossier et tu trouves beaucoup de gens qui ont visité et enfin ils choisir les gens qui ont le plus de salaire et toi, tu seras refusé. En 6 mois, le gardien aurait ainsi trompé une vingtaine de locataires et reçu plus de 100 000 €. En juillet dernier, exaspéré, sans aucune perspective d'obtenir un bail, une dizaine de victimes portent plainte. Immédiatement, Moussa quitte la ville avec sa femme et ses 2 enfants, avant même que la police puisse l'interroger. Il est retourné au Sénégal. Il habitait ce logement de fonction au rez-de-chaussée de l'immeuble. Son appartement a depuis été placé sous scellé. Avant même les plaintes, les locataires légaux suspectaient depuis longtemps l'existence d'un trafic. Roger habite l'immeuble depuis 10 ans. Lui a un bail pour son appartement qu'il a obtenu normalement. Il estime pourtant avoir été floué depuis qu'il a reçu sa facture d'eau. Normalement, il paye chaque mois 171 € pour lui, sa femme et ses 6 enfants, une somme déjà énorme. Mais cette année, on lui réclame en plus 1 633 €. Pour Roger, c'est la faute aux occupants illégaux de l'immeuble. La consommation ici est collective. Après, on va faire au prorata de personnes qui habitent dans les appartements. Mais comme les squatteurs ne sont pas reconnus par l'office, mais qui payent? C'est les légaux, les gens qui sont là légalement. Donc vous auriez payé pour les autres? Exactement. Et ce n'est pas tout. Roger, comme tous les autres locataires, n'a pas non plus accès aux caves. Selon eux, Moussa sous-louait aussi le sous-sol. C'était le gardien qui avait les clés pour tous les locataires. Il ne nous les a jamais données. Pourquoi? C'est la grande question. Selon vous, il y a des gens qui vivaient dans ces caves? Mais non, je pense que oui, il y a des gens qui vivaient dans les caves. Ou alors qui venaient que pour dormir. Soupçonné d'être un escroc, Moussa était-il aussi un marchand de sommeil? Ces caves, nous avons pu les visiter. Rien ne permet d'affirmer clairement que des gens ont vécu ici, mais on y trouve de nombreux matelas en bon état, des frigos et des canapés qui n'appartiennent pas aux locataires officiels. Les habitants veulent des explications et dès 2010, ils envoient des courriers à l'office HLM. Les caves et le local à vélo sont à la jouissance exclusive du gardien. Vous trouvez ça normal? Nous payons la taxe d'habitation sur ces caves. Je vais entamer une procédure judiciaire. Des courriers restés sans réponse, jusqu'à la plainte des locataires en juillet dernier pour escroquerie.
Fin septembre, les locataires légaux sont conviés au siège de l'office HLM pour une explication. Les squatteurs se présentent eux aussi, mais sont priés de rester dehors. La réunion, c'est pour les gens qui ont un bail locatif avec l'office. On est pour un con quoi. Tout à l'heure, je suis assis ici. On est là comme des moutons. On nous dit attendez, attendez, attendez. Il n'y a pas d'attendez, madame, ça y est. C'est bon. Non, on se calme pas. On ne se calme pas. C'est pas possible. Après 10 minutes de tractation, les illégaux finissent par sortir, comme Samira, vendeuse à la Défense, qui affirme avoir donné 3 500 € au gardien. On se retrouve dans une situation où personne nous parle, on nous néglige, on a l'impression qu'on n'est pas des humains, quoi. Pourtant, on fait rien de mal. On travaille comme tout le monde. Enfin, voilà. Maintenant, on sait qu'on a mis une certaine somme et qu'il fallait pas, mais bon, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Hein. 2 heures plus tard, à la sortie de la réunion, c'est la déception aussi pour les locataires légaux. Voilà. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Que répond le PHLM? Apparemment, rien du tout. Rien de concret, rien qui aille dans le sens que nous puissions avoir un éclaircissement. Les locataires ne sont pas les seuls à s'être posé des questions. En 2012, un rapport confidentiel du ministère du Logement pointait déjà des dysfonctionnements rue de Normandie. Les données de décembre 2011 font état d'une vacance supérieure à 12 mois concernant 24 de ces logements. Les rapporteurs s'étonnaient déjà du nombre important de logements officiellement vides. L'office HLM refusera de s'expliquer devant notre caméra, se contentant de ce court communiqué. Depuis un certain temps, nous avions des soupçons d'escroquerie envers un de nos gardiens. De nombreux contrôles ont été diligentés par l'OPH, mais sans apporter de preuves flagrantes. Comment le gardien aurait-il pu mener un tel trafic? Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Mais nous avons retrouvé sa sœur. Selon elle, il est impossible qu'il ait agi seul. Désolé, on vous dérange. Vous êtes la sœur de Moussa? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Je ne sais pas, il a complicité avec qui, mais c'est ça qui s'est passé. Parce qu'une personne ne peut pas faire toutes les bêtises comme ça. On est des êtres humains. Une personne ne peut pas faire ça tout seul. Même s'il est plus malin que tout le monde, il ne peut pas le faire tout seul. Mais il y a des gens derrière lui, mais les gens, il ne peut pas sortir. Lui aussi, il est bête, il ne peut pas sortir les gens. Elle a ramassé pour casser comme ça. Selon tous les locataires, Moussa Ndao se vantait d'avoir des complices haut placés. Il citait des noms. C'est aussi ce qu'ont raconté aux policiers tous ceux qui ont déposé plainte. Il m'a dit qu'il avait des connaissances à la mairie. Il m'a fait parler à un monsieur Paul. Monsieur Paul m'a alors dit qu'il parlerait de tout ça avec une certaine Françoise et un certain Jean-Luc, qui sont en charge de l'attribution des logements. Pour l'instant, aucun nom n'a été formellement identifié. Les locataires s'interrogent sur une éventuelle proximité entre le concierge et le député maire UMP de Courbevoie, également vice-président de l'office HLM. On les voit ensemble sur une série de photos. Moussa Ndao a participé à sa campagne pour les dernières élections en collant des affiches et en distribuant des tracts. Vivement mis en cause par les locataires, le maire a accepté de s'expliquer. C'est un gardien que j'ai rencontré et qui m'a dit « j'aimerais bien vous aider dans la campagne ». Jusqu'à là, vous savez, il y a tellement de monde qui viennent pour vous aider dans la campagne. Moussa simplement était là, à côté de moi, comme d'autres étaient là, si vous voulez. Simplement, je ne savais pas que Moussa avait eu cette, disons, facilité de tromper son monde. Ça, je l'ai découvert après. Toujours pareil, vous savez, vous découvrez toujours après. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Alors, qui sont ces monsieur Paul, madame Françoise, qui sont cités dans les plaintes? Ben voilà, l'enquête va définir qui ils sont. Et je souhaite vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout, pour qu'on sache exactement ce qu'il en est. Toujours au Sénégal, auprès de sa famille, le gardien refuse de s'exprimer. Il n'est pas mis en examen, mais il a tout de même pris un avocat pour répondre aux accusations. Pour maître Yassine Bouzrou, Moussa Ndao n'a rien à voir avec ce trafic. Il serait un bouc émissaire. Mon client indique ne jamais avoir reçu d'enveloppe de billets en échange d'appartements. Moi, je ne connais pas la vérité dans toute cette affaire. Il y a peut-être des malversations, je ne le sais pas. Simplement, je trouve un petit peu étonnant d'accuser mon client, qui était un simple gardien, d'un trafic de HLM. Ce n'est pas parce que des gens se plaignent qu'ils disent la vérité. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Courbevoie. Rue de Normandie, les occupants illégaux, eux, attendent maintenant leur expulsion.
Fin septembre, les policiers sont venus les avertir. Comme tous les autres squatteurs, Aboubakri a reçu leur visite. Il lui reste le temps de la trêve hivernale, jusqu'au 1er mars, pour quitter son F2 et trouver un nouvel appartement, légalement cette fois-ci.